La Wehrmacht. Une armée qui a entrepris la conquête de l'Europe au nom de son commandant suprême, Adolf Hitler. Les soldats lui ont juré fidélité jusqu'à la mort. Mais la mort, il l'inflige souvent à des victimes sans défense. Des civils, des juifs. Ces actes monstrueux, ces ordres criminels, une seule force en Allemagne aurait pu les enrayer. La Wehrmacht, avec ses généraux, officiers et simples soldats. Parmi eux, rares sont ceux qui comprennent que la guerre conduit à la catastrophe, tant pour les populations des pays occupés que pour l'Allemagne elle-même. La résistance des militaires passe par des occasions manquées et des actes héroïques individuels. Et la majorité, elle, reste obéissante. Nous sommes en 1941, troisième année du conflit. La Wehrmacht poursuit sa progression en Union soviétique. Dans un mouvement irrésistible, la propagande entraîne à sa suite des millions de soldats. L'emprise qu'exerce alors le Führer reste aujourd'hui encore bien vivante dans la mémoire de ceux qui ont connu la guerre. Pour un jeune d'une vingtaine d'années, à l'époque, tout ce que disait Adolf Hitler était parole d'évangile. Nous, fantassins, nous n'étions pas en position de dire « ça suffit, on arrête ces bêtises ». Qu'est-ce que nous aurions pu faire contre cette machine écrasante? Elle était trop puissante. Toute initiative semblait vouée à l'échec. On a simplement décrété qu'il n'y avait rien à faire. Les hommes à la tête de la Wehrmacht savent depuis longtemps que cette guerre est différente des précédentes. Hitler se mêle avec autorité de la moindre décision militaire. Simple caporal pendant la Première Guerre mondiale, il révèle son amateurisme et se laisse guider par une idéologie démente. Pourtant, rares sont les généraux qui sont prêts à la haute trahison, car ils approuvent la plupart des objectifs du conflit. Certains commencent toutefois à comprendre que cette guerre destructrice est vouée au désastre. Est-ce pour cela qu'ils entrent en résistance contre Hitler? Veulent-ils conclure une paix avantageuse avec les Alliés? Pensent-ils même pouvoir encore gagner la guerre? Ou sont-ils poussés par des raisons morales? Les combats menés à l'Est sont sans merci. C'est une guerre d'extermination. Les conspirateurs veulent-ils mettre un terme au meurtre? Le lieutenant-colonel Henning von Tresckow sent ainsi mûrir en lui un changement de cap radical. Âgé de 40 ans, il est issu d'une famille d'officiers prussiens. Engagé dans l'armée à l'âge de 16 ans, il a terminé la Première Guerre mondiale avec le grade de lieutenant. Très marqué par l'esprit du 9e régiment d'infanterie de Potsdam, une unité d'élite, Tresckow est apprécié par ses camarades. Quand il entrait dans une pièce, il se trouvait tout de suite au centre de l'attention. C'était un plaisir de l'écouter analyser une situation et exposer ses décisions, car il s'exprimait très bien. Il était extrêmement cultivé. C'était un homme très intelligent et fascinant. Même s'il reste discret, Tresckow expose franchement ses opinions aux autres officiers. S'il ne s'agit au départ que de vagues réflexions sur la façon d'éliminer Hitler, un plan élaboré voit peu à peu le jour. Heinz Drossel est lui aussi incorporé au 9e régiment d'infanterie de Potsdam en 1939. Plus tard, il combattra en Russie. Comme Tresckow, il est croyant. Un jour, pendant une halte, il fausse compagnie à son unité pour explorer les environs. Je me suis retrouvé en bordure d'une forêt. De là, je pouvais voir un vallon entouré de collines. Au fond, j'ai distingué un charnier de 3 ou 4 mètres de large et 60 ou 70 mètres de long. C'était une fosse remplie de cadavres. On voyait à leurs vêtements qu'il s'agissait de juifs. Au bord de la fosse,
D'autres hommes, vêtus de la même façon, étaient agenouillés. Et derrière eux se tenaient des soldats en uniforme allemand, armés de pistolets ou de pistolets mitrailleurs. En contrebas de l'endroit où je me trouvais, il y avait un petit garçon qui devait avoir 6 ans. Régulièrement, il tendait son bras vers la droite, où se trouvaient les hommes à genoux. Le soldat posté derrière lui rabaissait alors systématiquement le bras avec brutalité. Le petit garçon a fait ce geste une dernière fois. L'homme a sorti son pistolet et lui a tiré une balle dans la nuque. Après quoi, il l'a poussé du pied dans la fosse. Pour Heinz Drossel, une chose est certaine, plus question d'être partisan du régime nazi. D'ailleurs, il ne perçoit pas les Russes et les Ukrainiens comme des ennemis, mais comme ses semblables. Et il agit en conséquence. Un jour, il est chargé d'escorter un commissaire soviétique capturé près du front. Selon le commissaire Befehl, un décret criminel, l'homme doit être exécuté. Nous sommes arrivés à un endroit où on ne pouvait pas nous voir. Un sentier partait sur la gauche. Je lui ai dit « Nalievo », c'est-à-dire à gauche. Il a obtempéré. J'ai souvent pensé plus tard qu'il avait dû croire que sa dernière heure était arrivée. Mais je lui ai crié « N'aie pas peur. Je suis un homme, pas un assassin. » La voilà, la résistance à petite échelle. Des ordres mal appliqués, réinterprétés, non respectés. Pour les complices de Henning von Tresckow, la rébellion prend la forme d'une conspiration, avec toutes les conséquences que cela implique. Mais ils sont très peu. Pourquoi la grande majorité des officiers demeure-t-elle fidèle au régime? On trouve à Londres des archives des services secrets britanniques, et notamment des procès-verbaux d'écoute qui expliquent beaucoup de choses. C'est l'historien Sönke Neitzel qui a mis au jour ces archives, qui n'ont été rendues accessibles que très récemment. Ce sont pourtant des documents extrêmement révélateurs, puisqu'il s'agit des transcriptions de conversations entre généraux allemands et officiers d'état-major en captivité en Grande-Bretagne. Elles révèlent pourquoi les hauts gradés étaient si peu enclins à la résistance. Ils le disent eux-mêmes. Nous devons notre ascension à Hitler. C'est lui qui nous a nommés à nos postes. Nous ne pouvons pas nous opposer à lui maintenant. Cela a certainement joué un rôle important, notamment pour ceux qui n'avaient jamais eu la moindre promotion au temps de la République de Weimar. L'arrivée au pouvoir de Hitler a marqué pour eux le début d'une belle carrière. Ils ont obtenu leur titre de général dès le milieu des années 1930. C'était important pour eux et cela explique leur gratitude et leur loyauté. La loyauté à l'État national-socialiste achetée à coups de promotion. Les généraux allemands capturés par les Alliés sont détenus à Trent Park, près de Londres. Le bâtiment qui les accueille est luxueux, mais surtout truffé de micros. Un contre-amiral et un colonel s'expriment ici sans réserve. Ces officiers de haut rang se jugent exonérés de toute responsabilité. Ce qu'il y a, c'est que les hauts gradés de la Wehrmacht ont été incapables de dire « Nous ne participons plus à ces saloperies », car elles jettent le déshonneur sur l'Allemagne. Vous savez que les rares qui ont osé le faire en ont payé le prix fort. Ils avaient tous fait bloc quand il était encore temps. Comment une telle chose a-t-elle été possible? Cela restera une énigme pour les historiens. Historiquement, la faute en incombera au corps des généraux qui n'ont rien fait pour mettre un terme à toutes les horreurs qui se produisaient. Bock, Meinstein, Ley, Brunstedt, les voilà vos coupables. Car seule l'élite de l'armée pouvait se rebeller contre le commandement suprême. L'élite de l'armée a en effet rallié le nouveau pouvoir dès 1933. Le 21 mars de cette même année, jour de la fondation officielle du Troisième Reich, le 9e régiment d'infanterie, une formation soucieuse des traditions, défile devant Hitler et ses acolytes. Les hauts gradés attendent beaucoup de l'homme fort du régime,
des financements accrus et davantage d'influence pour la future Wehrmacht. De nombreux généraux bénéficieront même à titre personnel de généreux cadeaux du Führer. Henning von Tresckow lui aussi accueille favorablement l'arrivée au pouvoir des nazis. Comme beaucoup d'officiers, il se laisse gagner par l'enthousiasme de ce nouveau départ. Plus tard seulement, il comprendra comme d'autres que Hitler est capable de tout. Les captifs de Trent Park parlent de cela avec une franchise déconcertante. Sans soupçonner qu'ils sont sur écoute, ils reconnaissent qu'ils se sont laissés séduire par le dictateur. À ses débuts, le national-socialisme était très prometteur, ne l'oublions pas. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour les nazis. Dommage qu'ils aient commis des actes si répréhensibles. Au début, je pensais que les conséquences ne seraient pas si graves. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'estimais qu'il s'agissait là d'inconvénients inévitables. Des inconvénients inévitables? Il demeure que depuis 1934, la Wehrmacht prête un serment d'allégeance à Hitler. Acte de soumission et violation de la Constitution, il a été instauré sur proposition du commandement de l'armée. Sa portée est considérable. Beaucoup de soldats s'interdisent de remettre en question les ordres donnés par Hitler. En captivité, les généraux s'interrogent eux aussi sur la valeur de cet engagement. Vous sentez-vous encore lié par le serment au drapeau, aujourd'hui? Oui. À vrai dire, il reste valable tant que le Führer est en vie. Vous pensez que le Führer est tout à fait sain d'esprit? Vous n'allez quand même pas demander à un subordonné de se prononcer sur la santé mentale de son supérieur? L'esprit de soumission et les cachotteries se côtoient dans les plus hauts rangs de la Wehrmacht. Le serment au drapeau a été longtemps pris très au sérieux, même dans les cercles résistants. Le serment était un engagement très fort. C'était là toute sa signification. Et ils sont très nombreux à s'être sentis liés par cette promesse jusqu'au dernier jour. D'un autre côté, on peut répliquer que ce serment impliquait une certaine réciprocité. Or, Hitler, par ses crimes monstrueux, avait trahi cet engagement à maintes reprises. Jeune lieutenant, Walter von Stülpnagel prend part à la guerre contre l'Union soviétique. Son père, le général Karl Heinrich von Stülpnagel, est opposé à la position belliciste de Hitler depuis la crise des Sudètes en 1938, même s'il continue à faire le salut hitlérien. À ses yeux, le Führer n'est qu'un risque-tout qui mènera l'Allemagne à sa perte. À l'été 1941, le général von Stülpnagel doit prendre une décision. Mais est-il simplement irrité par l'incompétence de Hitler dans le domaine militaire, ou scandalisé par les crimes commis en son nom? À cette époque, il commande la 17e armée, qui avance en Galicie. Les Juifs sont les principales victimes de la Wehrmacht, armée d'occupation. À l'arrière du front, les unités spéciales SS lancent le génocide. Document à l'appui, l'historien Christian Streit a prouvé comment le haut commandement militaire numéro 17, sous les ordres de Stülpnagel, a collaboré avec ses commandos de la mort. Ils avaient pour ordre d'exécuter toute personne opposant une résistance. Stülpnagel a renforcé cet ordre en ce qui concerne la population juive. Lors des opérations de représailles, il ordonnait que l'on recherche avant tout les communistes et les juifs. La consigne était de se concentrer essentiellement sur les komsomol juifs, c'est-à-dire les organisations de jeunesse du Parti communiste de l'URSS, censées être à l'origine de la guérilla menée par les partisans. Ils étaient tous spécialement visés. Le judéo-bolchevique. Voilà le cliché qui définit l'ennemi commun des dirigeants de la Wehrmacht et des nazis fanatiques. Stülpnagel accorde aux SS une marge de manœuvre plus importante que ce que prévoyaient leurs accords antérieurs. Sur ses ordres, les persécutions s'accentuent. Il engage les SS à exercer des représailles sur les Juifs et exige une lutte accrue contre la juiverie mondiale.
Puis soudain, en octobre 1941, Stülpnagel se fait porter malade. À ses yeux, les jugements de Hitler sur la situation militaire sont complètement irréalistes. Il envoie les soldats à la mort sans raison. Le général est relevé de ses fonctions de commandant en chef de l'armée. Pourtant, aucun document écrit n'explique les raisons de sa démarche. Winfried Heinemann est colonel et historien à l'Institut de recherche en histoire militaire de Potsdam. Il a étudié la vie de Stülpnagel et ses mobiles. Tout d'abord, Stülpnagel était réellement malade. Mais beaucoup d'autres militaires, dans le même cas, n'ont pas quitté leur poste pour autant. Son état ne justifiait peut-être pas qu'il se fasse porter malade et soit versé dans la réserve. Par ailleurs, il semble que Stülpnagel ait voulu prendre ses distances avec les crimes dont il était témoin. Mais pour les généraux, le comportement d'Hitler constituait un crime à part entière. Il intervenait à tort et à travers, donnait des ordres barbares et faisait preuve d'amateurisme dans la conduite de la guerre. Pour reprendre des termes de l'époque, il rendait complètement vain le sacrifice des soldats allemands. En Union soviétique, l'extermination des Juifs fait environ 500 000 victimes jusqu'en mars 1942. Les responsables sont essentiellement les SS de Himmler, souvent soutenus par la Wehrmacht. Le colonel Henning von Tresckow est à l'époque le premier officier d'état-major du groupe d'armée Centre. Il est chargé de commander les troupes. Avec plus d'1 million de soldats sous sa responsabilité, il doit contribuer par ses propositions stratégiques à la victoire éclair sur l'Union soviétique. Mais des crimes atroces se produisent aussi dans son périmètre d'action. Quelle est à ce moment l'attitude de Tresckow? Les chercheurs sont divisés sur ce sujet. Ainsi, l'historien Johannes Surter a découvert des documents prouvant que Tresckow avait connaissance des meurtres. A-t-il tenté d'entreprendre quelque chose? En avait-il la possibilité? Voici une série de rapports datant de juillet 1941 qui recensent méticuleusement les Juifs exécutés à l'arrière du front. Tous ces documents transitent par le bureau de Tresckow, qui y appose son paraphe. 1A-T, c'est-à-dire premier officier d'état-major Tresckow. On trouve aussi sur ces documents la signature de certains de ses complices. Les documents que j'ai trouvés montrent clairement qu'ils étaient parfaitement informés de l'exécution de milliers de Juifs à l'époque. Et ils n'ont rien entrepris pour y remédier. Alors qu'ils en auraient tout à fait eu la possibilité. Ils auraient par exemple pu restreindre la liberté de déplacement des commandos de la mort de Himmler. Mais ils ne l'ont pas fait. Borisov en Biélorussie. C'est ici, pendant l'avancée allemande, que s'installe pour quelque temps le quartier général du groupe d'armée Centre, dans lequel Tresckow occupe un poste clé. À l'époque, plus de la moitié de la population est juive, soit environ 10 000 personnes. Seuls les vestiges de la synagogue le rappellent aujourd'hui. En octobre 1941, Gottfried Reinhold, enrôlé dans le service du travail, est affecté ici. Il entend des rumeurs surprenantes. J'entends encore un de mes camarades déclarer « On exécute des Juifs là-bas. Il faut que j'y aille. » Je m'en souviens très précisément. J'étais atterré qu'on puisse dire une chose pareille. De nuit, une rafle a lieu dans le ghetto de la ville. Tous les habitants du quartier sont rassemblés. J'ai vu des personnes âgées monter dans un camion sans broncher, alors qu'elles se doutaient certainement de ce qui les attendait. Elles ont toutes été conduites en un lieu où elles ont été exécutées. Il n'y a pratiquement aucun survivant. Seul le jeune Yuri Sararievitch réussit à se cacher.
Grâce au récit de ma grand-mère, je sais que ma mère a été emmenée hors du ghetto. Ils sont venus la chercher de nuit et le lendemain matin, ils l'ont exécutée. Les 21 et 22 octobre 1941, plus de 7000 Juifs sont ainsi tués à Borisov. Beaucoup sont tués en chemin vers le lieu de l'exécution. Tout ceci se déroule pour ainsi dire devant la porte du colonel Henning von Tresckow. La persécution des Juifs est devenue un génocide systématique. C'est à ce moment, semble-t-il, que Tresckow cesse d'accepter les actes meurtriers des SS. De là, un chemin tout tracé va le conduire au projet d'attentat contre Hitler. Mais après examen des documents en sa possession, Johannes Hürter évoque une thèse surprenante. Ma conclusion, c'est qu'ils ont accepté l'extermination des Juifs dans un premier temps. Les choses ont changé à l'automne 1941, lorsque les unités de SS ont commencé à exécuter en masse des femmes et des enfants. À ce stade, l'indignation et la conscience morale des hauts gradés ont pris le dessus. Voilà ce qui a motivé leur changement d'attitude envers Hitler. D'autres jugent moins sévèrement le comportement de Tresckow. L'historien Johannes Tuchel dirige le mémorial de la résistance allemande à Berlin, où il étudie l'opposition menée par les militaires. Selon lui, il ne faut pas exagérer l'importance des documents découverts récemment au sujet de Tresckow. Il ne s'agit pas du journal d'Henning von Tresckow, mais d'une série de spéculations. Il s'agit de documents et de rapports isolés, un T, qui est le paraphe de Tresckow, et l'indication 1A, qui désigne sa fonction. Certes, cela veut dire qu'il savait quelque chose. Mais montrez-moi les documents qui vous permettent de conclure qu'il a approuvé et soutenu ces actes. Bref, que son implication allait au-delà d'une simple connaissance de ces faits. Tresckow et certains de ses pairs prennent conscience qu'avec ces exécutions, une limite a été franchie. Les raisons militaires invoquées jusqu'alors ne tiennent plus. On leur demande désormais d'exterminer purement et simplement les Juifs. Les conspirateurs évoluent donc du soutien à Hitler à l'opposition, puis à la résistance. Nous avons Tresckow, qui représentait dans la République de Weimar un courant de pensée autoritaire. Tresckow, qui a élu Hitler. Tresckow, qui participe à la création de la Wehrmacht. Mais dès 1938, Tresckow fréquente aussi des cercles qui projettent un putsch pour renverser Hitler, prévoit de le mettre en prison et de le condamner pour les crimes qu'il a déjà commis. Et ce même Tresckow, depuis l'automne 1941, est l'instigateur des mouvements subversifs au sein de l'armée. Pour autant, affirmer que c'était un démocrate pur et dur selon nos critères contemporains serait assez utopique. En 1942, Tresckow prend une résolution lourde de conséquences. L'attentat contre Hitler doit avoir lieu. Avec ses complices, il tente d'abord de trouver des soutiens parmi les maréchaux. L'un des plus influents d'entre eux, Erich von Manstein, est sollicité à plusieurs reprises pour rejoindre ce front anti-Hitler. Mais sa réaction est accablante. Un maréchal prussien ne se mutine pas. Un autre général défend la même position, une fois prisonnier en Angleterre. Mais il sait lui-même qu'il ne s'agit là que d'une excuse. Lorsque ces civils me disent « Tout cela est votre faute, vous les généraux », je réponds, nous n'avons pas choisi cet énergumène. Nous n'y pouvons rien s'il est devenu légalement notre commandant suprême. On n'allait pas se mutiner. Mais qui d'autre aurait pu se mutiner? Hein? L'armée tout entière savait que ce n'était pas tenable.
Ceux qui écoutent leur conscience sans faire de compromis en paient le prix fort. Un camarade du soldat Heinz Drossel l'apprend à ses dépens. C'était un jeune soldat de Vienne, âgé d'une vingtaine d'années, qui avait passé 3 jours au front. Il est allé voir son officier armurier pour lui remettre ses armes et lui déclarer qu'il ne voulait pas prendre part à cette guerre. Il passe en cour martiale. Heinz Drossel, qui était étudiant en droit avant la guerre, tente de le faire revenir sur sa décision. Je lui dis, pense à ta mère. Il m'a répondu, ma mère comprendra. Je suis un homme et j'ai été élevé dans un profond respect de mes semblables. Et en participant à cette guerre, je me mens à moi-même. Tu raconteras à ma mère comment tout ceci s'est passé. Les efforts de Heinz Drossel restent vains. Aucun argument ne peut faire changer d'avis le jeune homme. Il est condamné à mort. Ils sont venus le chercher à 4 heures et on m'a autorisé à l'accompagner. Il a refusé qu'on lui mette un bandeau sur les yeux. Il m'a dit adieu avec beaucoup de chaleur, puis il a été exécuté. Présentez armes. On joue. Feu. Les membres du peloton d'exécution obéissent aux ordres. Mais sont-ils vraiment forcés d'agir comme ils le font? Les hommes de la Wehrmacht disposaient d'une marge de manœuvre. Ils pouvaient moduler leur comportement en fonction des situations. Prenons l'exemple des membres des pelotons d'exécution. Contrairement à ce qu'on prétend parfois, aucun d'entre eux n'a jamais été sanctionné ou condamné à mort pour avoir refusé de prendre part à une exécution. Pour autant, pouvait-il peser sur le cours des événements? Peut-être aurait-il pu limiter les dégâts localement. Mais il faut reconnaître qu'un simple soldat n'aurait pas pu empêcher les crimes de grande ampleur. Les cas de rejet en bloc, comme celui de ce soldat viennois, restent l'exception. Et la Wehrmacht continue les combats. En Allemagne, rares sont ceux qui veulent bien reconnaître à quel point cette guerre est criminelle. Dans les premières années du conflit, la propagande n'évoque que la victoire. La Wehrmacht remportait des succès incroyables qui étaient relatés chaque semaine aux actualités. On y montrait ces camps immenses où se pressaient des centaines de milliers de prisonniers à perte de vue. Mais ensuite est arrivé cet hiver russe si froid. Nous nous sommes dit, à moins 35 degrés en race campagne, les gens ne peuvent pas survivre. Pour moi, ça a été l'événement déclencheur. J'ai décrété, non. Je ne veux pas participer à cette guerre. Je refuse ces crimes, je ne veux tuer personne. Et je tiens à la vie, tout simplement. Pour beaucoup, la résistance passe par la désertion. Ludwig Baumann tente l'aventure avec un ami alors qu'il se trouve en France, ce que d'autres jugent impossible ou déshonorant. Nous avons pénétré par effraction dans le dépôt d'armes et nous y avons pris des pistolets et des munitions. Nous étions logés sur un bateau qu'il était possible de quitter la nuit. Nous sommes donc descendus à terre. Les Français nous attendaient tout près de là dans un petit camion. Nous y sommes montés, ils nous ont conduits à la frontière et sont revenus pendant la nuit. La frontière, c'est celle de la France libre. Mais les déserteurs ne vont pas très loin, car ils rencontrent une patrouille des douanes et choisissent de ne pas faire usage de leurs armes. Ludwig Baumann et son ami passent en cour martiale. Nous avons été condamnés à mort à Bordeaux en 40 minutes.
Lors de mon interrogatoire et jusque dans ma cellule, j'ai été torturé parce que ni mon camarade ni moi-même n'avions trahi nos amis français. 7 semaines plus tard, j'ai été gracié et ma peine a été commuée à 12 ans de réclusion. Mais personne ne nous en a informé. Nous étions menacés d'une nouvelle procédure, si bien qu'on ne nous a pas dit que nous étions graciés. J'ai passé 10 mois dans cette cellule de condamnés à mort, pieds et mains attachés jour et nuit. Chaque matin à l'aube, lors de la relève de la garde, je me disais « Ils viennent nous chercher ». Une fois qu'ils avaient dépassé la cellule, je savais que j'étais sauvé pour la journée. Cela me poursuit encore aujourd'hui. En France, des otages sont régulièrement pendus, en représailles aux actions de la résistance. Ces sanctions, puisqu'elles sont désignées ainsi, sont rendues publiques par des affiches qui hantent le jeune caporal-chef Kurt Helker. Ça pouvait me tomber dessus à tout moment. Un jour, je risquais de me retrouver face à un groupe de Français se battant pour leur liberté et de devoir les abattre. Cette idée m'était insupportable. Près de 4000 otages sont ainsi exécutés en France, et 70 000 Français sont déportés dans les camps de concentration. La moitié d'entre eux y perdront la vie. Les crimes commis contre la population civile ne se limitent donc pas aux zones occupées en Union soviétique. Depuis février 1942, le général Karl Heinrich von Stülpnagel est commandant militaire de la Wehrmacht en France. Rappelez-vous, l'homme qui a fait ses humanités était proche de la résistance à Hitler encore 4 ans auparavant et avait quitté son poste sur le front de l'Est en 1941. Pourtant, il continue à servir le régime hitlérien. Pendant quelques mois, il est même responsable des exécutions d'otages, jusqu'à ce qu'un haut gradé SS reprenne cette fonction en juin 1942. Il signe des arrêts de mort et fait déporter des Juifs. Stülpnagel était nettement pro-français. En tout cas, bien plus que bon nombre de ses contemporains. D'un côté, il a prouvé et ordonné ces actions meurtrières. Mais dans le même temps, l'appareil du pouvoir le jugeait encore trop timoré dans ce domaine. Kurt Helker, pour sa part, doit prendre une décision. Télégraphiste dans la marine à Paris, il constitue avec 2 camarades une cellule clandestine et prend contact avec la résistance française. Le militaire reçoit des tracts qui appellent à mettre fin à la guerre. Il les diffuse dans tous les lieux fréquentés par les soldats allemands. On les distribuait de différentes façons, dans les foyers de soldats par exemple. On les déposait aussi dans les cinémas de l'armée, ou encore dans des véhicules, des camions à l'arrêt. Dès qu'on voyait une vitre baissée, on jetait un tract. Puisque les soldats prenaient beaucoup le métro, on en déposait également dans les stations. Mais quel rôle a joué cette résistance venue de la base sur le système dans son ensemble? Rares sont ceux qui se sont opposés à la poursuite de la guerre. Il est difficile de dire combien d'entre eux ont résisté d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en ralentissant l'exécution de certaines tâches ou en détournant des moyens. Mais à aucun moment, ce genre de choses n'a déstabilisé le système. Les quelques soldats entrés en résistance ignorent que le général Stülpnagel, le plus haut gradé à Paris, est déjà en contact avec les conspirateurs qui veulent s'en prendre à Hitler. À la tête des conjurés, Henning von Tresckow, temporairement affecté à Berlin durant l'été 1943. Là, il établit de nouveaux liens avec la résistance civile et d'autres officiers partagent ses opinions. Ainsi, le comte Klaus Schenk von Stauffenberg, qui les rejoint en septembre 1943. Il est chef d'état-major au siège de l'armée de réserve, le Bendlerblock. De ses services dépendent toutes les unités de formation de l'armée, soit environ 1 700 000 hommes. Tresckow a son bureau dans le même bâtiment. Dans le cadre de ses fonctions, Stauffenberg est chargé de rédiger des ordres destinés aux unités placées sous son commandement.
Ils doivent être exécutés dès réception du nom de code Valkyrie et définissent des mesures d'urgence en cas de troubles internes dans le pays. Mais Stauffenberg et Tresco modifient ces ordres. Désormais, les documents prévoient un putsch militaire de l'armée de réserve contre la SS et les organes du parti, y compris dans les pays occupés. L'opération doit être déclenchée après l'attentat contre Hitler. Pendant ce temps, le Reich adopte une stratégie de plus en plus défensive. En juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. Désormais, la défaite semble inéluctable. Les conjurés doivent agir. Henning von Tresco est promu général de division et affecté une nouvelle fois au front de l'Est. De là, impossible de participer au complot qui se trame à Berlin. Mais depuis le débarquement allié, il presse ses amis d'agir. Les conspirateurs sont peu nombreux, mais cela ne lui importe guère. Tresco déclare: l'attentat doit avoir lieu, quel qu'en soit le prix. Il n'est plus question désormais d'objectifs pratiques. Le mouvement de résistance allemande doit tenter une action décisive, devant le monde et devant l'histoire. Ce sont les paroles héroïques d'un homme isolé. Les conjurés jugent que seule la mort de Hitler permettrait d'obtenir un cessez-le-feu avec les Alliés à l'ouest et de tenir le front est. Hitler se trouve alors en Prusse orientale, dans son quartier général, la Wolfschanze. Stauffenberg lui-même y dépose une bombe à retardement avant de regagner Berlin afin de lancer le putsch. 20 juillet 1944, peu avant 13 h, au quartier général de Hitler. Stauffenberg est en route pour Berlin. Dès son retour, il doit ordonner l'arrestation de tous les partisans haut placés du Führer. À Paris, le général von Stülpnagel attend impatiemment des nouvelles. Il est dans le secret, prêt à suivre les conjurés. Il compte désarmer les SS et les structures de pouvoir nazis dans sa propre zone de commandement. Pour l'heure, il attend le signal. Mais Hitler a survécu. À Berlin, les conspirateurs viennent de l'apprendre. À Paris, le commandant Stülpnagel lance tout de même l'opération Valkyrie. Il fait arrêter les SS et le service de sécurité du parti, le SD. Dans tous les districts militaires du Reich, le putsch devait se dérouler comme à Paris. Le supérieur de Stülpnagel est le maréchal Günther von Kluge, commandant en chef de la région Ouest. Par le passé, il a déjà été impliqué dans des projets d'attentat. Avec Cäsar von Hofacker, un cousin de Stauffenberg, Stülpnagel se rend le soir du 20 juillet au quartier général du maréchal von Kluge. Le moment est décisif. Si le putsch réussit à Paris, ce pourrait être le début de la fin pour le régime nazi. Accompagné de Hofacker, mon père a eu un entretien avec Kluge, qui avait appris qu'Hitler était encore en vie sans aucun doute possible. Ils ont tenté de le convaincre de les rejoindre. Mais il a prononcé cette phrase célèbre: « Oui, si ce salaud était mort ». Vous savez, la moitié des hommes étaient au courant du projet d'attentat. Non. Ils soupçonnaient quelque chose. Cela occupait toutes les conversations. Non, je ne vous crois pas. Tous les hauts gradés avaient été sollicités au préalable.
Les auteurs de l'attentat n'ont plus d'espoir. Dès le 20 juillet au soir, une scène macabre se joue au Bendler Block. Stauffenberg et ses 3 plus proches complices sont exécutés. On joue! Feu! Le lendemain matin, Henning von Tresckow apprend à son tour que le putsch a échoué. Il laisse un document manuscrit. J'ai joué gros. Lorsque l'on perd à ce genre de jeu, il faut en tirer les conséquences. Henning von Tresckow n'était pas un saint, mais un enfant de son temps. Il a voulu servir sa patrie. D'abord en rejoignant les partisans de Hitler, puis en devenant l'un de ses adversaires les plus acharnés. Mais il demeure une exception parmi ses pairs. Beaucoup d'entre eux ont nourri des sentiments anti-hitlériens quand le désastre militaire a été inévitable. Mais rares sont ceux qui sont passés à la résistance active. Et seuls quelques individus ont choisi de se compromettre pour des raisons morales face aux millions de meurtres commis. Comme Henning von Tresckow. Poussé par sa conscience, il met sa propre vie dans la balance. Au moins a-t-il le sentiment d'avoir montré la voie. Karl Heinrich von Stülpnagel, quant à lui, s'est placé tardivement du côté des conspirateurs. Mais il doit en assumer les risques. Il est démis de ses fonctions. Quelques jours plus tard, au bord de la Meuse, près de Verdun, il tente de se tuer avec son arme de service. Le suicide échoue. Stülpnagel perd la vue. Après un séjour à l'hôpital, il sera pendu à la prison de Plötzensee, comme beaucoup de ses camarades. La vengeance de Hitler est sans merci. Près de 200 conjurés sont exécutés, dont de nombreux officiers du 9e régiment d'infanterie. Jusqu'à la fin de la guerre, Ludwig Baumann est affecté dans un bataillon disciplinaire au front. Sa désertion fera de lui un proscrit pendant plusieurs décennies. Il se bat depuis pour la réhabilitation de ses prétendus traîtres. Peu avant la fin du conflit, Heinz Drossel sauve de la mort une famille juive. Après la guerre, il devient juge. L'État d'Israël lui attribuera plus tard le titre de juste parmi les nations. En attendant, la rébellion contre Hitler a échoué et la guerre se poursuit. Les officiers qui ont fermé les yeux sur les crimes nazis ne pourront éviter au final la capitulation sans condition de l'Allemagne. Mais avant cela, la guerre fera encore des millions de victimes.